Vous devez savoir que il fallait vraiment une idéologie pour l'AFDL, parce que c'était 4 forces réunies ensemble. Bouguera, Deogracias Bouguera, avait une force. Il y avait Massa Sounindaga qui avait sa force. Il y avait Laurent Désiré Kabila qui avait une force, apparemment. Et il y avait Kissa Sengandu qui avait une autre force venue de l'Ouganda. Les 2 premiers venaient du Rwanda et les 2 autres de l'Ouganda et même de la Tanzanie. Donc vous voyez qu'il fallait harmoniser. Et derrière eux, il y avait les États qui avaient aussi un agenda caché. Le Rwanda, l'Ouganda, mais aussi d'autres pays amis. Et on parle de 6 pays qui sont venus pour chasser Mobutu. Alors, Laurent Désiré Kabila avait un ami qu'on appelait Moulerwa. Ils se sont rappelés de la guerre de 1964-1965, une guerre qui a échoué. La guerre des Mouléristes, des Simba, des Tigres. Une guerre qui a été étouffée dans l'œuf, mais qui a fait beaucoup de ravages. En moins de 6 mois, il y avait déjà 600 000 morts en 1964. Et c'était une guerre sauvage, vraiment sauvage. Ce qui fait que il fallait trouver la façon de faire réussir cette fois-ci cette guerre de l'AFDL qui intervient en 1996. Il fallait que cette guerre réussisse, mais aussi il fallait qu'on sache ce qu'on va faire. On peut réussir, mais il faut savoir ce qu'on va faire après. Vous pouvez gagner une guerre, mais comment diriger? Donc il fallait tout préparer à la fois. Voilà pourquoi un ami de Laurent Désiré Kabila, un ami du Maquis, c'est son ami du Maquis, il a organisé ce qu'on appelle la formation idéologique avec une équipe. Cette formation idéologique comptait beaucoup de points et pouvait prendre de 7 à 11 jours de formation. Il y avait par exemple les 7 causes ou les 7 péchés, les 7 causes de l'échec de la révolution de 1964-1965. Qu'est-ce qui a fait échouer cette révolution-là? Il y avait, qu'est-ce que la cellule de base? Parce que pour gagner une guerre, il faut une cellule de base qu'on appelle Tchembe en Kiswahili. Mais il fallait connaître les classes sociales. En République démocratique du Congo, il y a combien de classes sociales? Et partout ailleurs au monde, il y a combien de classes sociales? Et il fallait connaître le programme de l'Alliance, c'est-à-dire l'AFDL. Ensuite, il y avait le programme d'accord qui crée cet AFDL. Qu'est-ce qui se signait pour s'associer ensemble? Et il fallait connaître les lignes politiques générales de cet AFDL. Alors, on parlait aussi rapidement des libertés politiques, les libertés sociales, les caractéristiques sociales congolaises, et il fallait parler du soldat et de l'armée. L'armée, c'est quoi? Le soldat, c'est qui? Alors, pour ce qui est de cette cause, bien entendu, on s'est rendu compte que les gens avaient un niveau moyen. C'était des gens qui étaient un peu jaloux des enseignants, jaloux des riches, et qui fermaient les yeux, ils tuaient ou ne réfléchissaient pas. Donc, cela montre que on était derrière d'autres gens. On était derrière la Russie et ainsi de suite, mais il fallait se prendre en charge. Donc, cette idéologie avait pour impact de faire la guerre contre Mobutu. Et il fallait avoir un plan bien fait. Donc, il fallait minimiser surtout les discriminations tribales qui ont beaucoup joué pendant la guerre de 1965, mais aussi
il fallait imaginer comment intervenir si l'aide est coupée. Parce que quand on fait une guerre, on a une base arrière, on a des amis qui donnent des armes. Et si on coupait, si on ne vous donne plus d'armes, si on ne vous aide plus, comment est-ce que vous allez continuer la guerre? Donc, lorsqu'on avait coupé, en 64, la guerre s'est arrêtée et c'était devenu une guerre sauvage avec des flèches, des fétiches et ça n'a pas marché. Donc, vous savez que il fallait un commandement unique. Ça aussi, on nous a expliqué ça. Il fallait un commandement unique. Il ne fallait pas que chacun fasse n'importe quoi. Il fallait de l'ordre. Et il fallait éviter le pillage. Parce que la guerre de l'Umumbiste consistait à piller, à détruire tout sur le passage. Alors, donc, il fallait maintenant une collaboration au sein de l'armée. Il fallait un commandement unique et il fallait une guerre médiatique à côté. Quand vous êtes en train de vous battre, il faut convaincre, il faut sensibiliser l'opinion publique mondiale et donc il fallait jouer sur tous les fronts. Donc, vous voyez que la RTNC, Goma, la RTNC Nord Kivu a été beaucoup utilisée par l'AFDL pour sa communication. Alors, qu'est-ce que la cellule de base? La cellule de base Djembe Djembe, c'est en réalité la famille. Mais cette cellule de base comptait entre 5 à 10 familles, donc 5 à 10 ménages, qui devaient se connaître en fond. Vous vivez ensemble et vous devez vous connaître. Quand quelqu'un entre dans ce groupe-là, il doit s'expliquer. Il vient d'où, il est qui, vous devez le connaître. Ce qui fait que c'est le Djembe Djembe, les 10 maisons, 10 familles qui doivent donner des informations au plus haut niveau sur ces 10 maisons-là. Vous devez tout dire, il n'y a rien à cacher. S'il y a une arme dans les 10 maisons, il faut le dire. Tout ce qui se passe dans les 10 maisons, il y a un chef de 10 maisons, le chef de cellule, qui devait le dire. Alors, il y avait donc le chef de la cellule, et il y avait un secrétaire cellulaire et son adjoint, et il y avait un chargé de sécurité. Donc la cellule de base ont été constituées à Goma en premier lieu, et j'ai appris que le Djembe Djembe a été installé dans tout le pays. Donc tout ce que les gens se disaient devait arriver au plus haut niveau, en commençant par la cellule de base 10 maisons. Ce qui ne se fait plus. Aujourd'hui, nous avons des Koulouna, mais on ne sait même pas identifier où se trouvent ces Koulouna. Dans quelle maison vivent ces Koulouna. Donc, si on remettait les Djembe Djembe, 10 maisons, on est regroupé à 10 maisons sur l'avenue, 10 maisons sur l'avenue, on devait savoir beaucoup de choses. Alors, maintenant, le programme de l'AFDL, c'était bien entendu, du point de vue économique, c'était de faire sortir le pays du marasme, de la gabegie financière, de la corruption et de la destruction de l'outil de production et des infrastructures. Il fallait apprendre cela aux gens. Du point de vue politique, par le désordre institutionnel et la faillite de l'État, l'incapacité du pouvoir actuel à rétablir l'ordre, la paix, l'unité et la concorde au sein de la nation zaïroise était déjà visible. Donc vous voyez qu'il fallait rétablir l'ordre. 3. Du point de vue de la paupérisation continue de la population face à un enrichissement scandaleux d'une minorité de prédateurs et de pilleurs de biens publics, il fallait intervenir.
après avoir constaté qu'il y a une urgence, il fallait changer profondément les conditions actuelles de la société dans son ensemble. Considérant que la lutte armée est le seul moyen de restaurer un nouveau pouvoir démocratique au Zaïre. Donc, on a dû faire en sorte que les 4 mouvements puissent s'associer et pourchasser. Et c'est de là que, automatiquement, on se mettait à donner ce programme de signature de cette alliance-là. Cela s'est fait à l'Emera et le texte existe, nous n'y revenons pas. Mais quelles étaient les libertés politiques pour l'AFDEL? Il fallait participer à la gestion des choses publiques. Il fallait élire ses représentants au Parlement. Toutes les lois devaient être élaborées par les représentants du peuple. Les hauts fonctionnaires de l'État devaient être contrôlés par les élus du peuple. Et il fallait organiser des assemblées multisectorielles relatives aux affaires de toute la nation. Donc, il y avait les libertés de presse pour rédiger des livres, des journaux. Donc, vous voyez que c'était ça, les libertés politiques. Alors, un soldat, c'est qui? Pour eux, le soldat, ce n'était pas un milicien, ce n'était pas toute personne qui détenait l'arme, c'était quelqu'un qui était formé, qui était discipliné et qui respectait les ordres. Et il y avait eu une hiérarchie, donc c'était une armée. La rébellion a été constituée en une armée dès le départ. Alors, pour les classes sociales dans notre pays, on nous a parlé de la bourgeoisie d'État, la bourgeoisie comprador, c'est-à-dire les acheteurs, la bourgeoisie nationale, la petite bourgeoisie, la classe des cultivateurs, la classe ouvrière et la classe des prolétaires, donc les pauvres. Donc, vous voyez que cette bourgeoisie d'État, c'était une minorité qui avait déjà tout pris. Et ici au milieu, il n'y avait pas une classe vraiment qui était une classe moyenne, une classe qui était entre les pauvres et les riches. Les enseignants, c'était déjà des prolétaires, des grands pauvres, alors que ce sont les fonctionnaires. Donc, il fallait changer cela. Et l'AFDL a constaté qu'il fallait faire la guerre, chasser tous ces gens et essayer de voir comment on peut relever la situation.